355. Créativité. Podcast de Chanel. Créativité. Creativity. Chanel à l'opéra. Chanel à l'opéra. 355. Bienvenue aux sessions 355 Chanel à l'opéra. Je m'appelle Virginie Mouza, je suis journaliste et écrivain. Et aujourd'hui, je suis votre hôte pour cette nouvelle série de podcasts. Prolongeant les affinités artistiques de sa fondatrice Gabrielle Chanel, qui aimait à s'entourer des artistes de son époque, la Maison Chanel s'associe pour la 2e année consécutive au gala d'ouverture de la saison de danse de l'Opéra national de Paris, célébrant ainsi ses liens vivants et éternels avec la danse. Dans cette série, nous allons réunir quelques-uns des artistes de cette rentrée. Ils sont metteurs en scène, chorégraphes, scénographes, danseurs, sopranos. Ensemble, nous allons parler de l'opéra, de la relation au ballet, de leur parcours, mais aussi, bien sûr, de la créativité. Creativity. Mon invitée est danseuse étoile. Elle fait partie de ce cercle très restreint. Éléonore a été nommée étoile le 31 décembre 2016 sur proposition de la directrice de la danse Aurélie Dupont à la suite de la représentation du Lac des Cygnes. Cette saison, elle dansera Variation de Serge Liffard lors du gala d'ouverture. Bonjour Léonore Bollac. Bonjour. On est ici chez vous, dans votre maison. C'est assez impressionnant comme maison, c'est pas rien. Non, c'est une maison magnifique dont on ne cesse de s'émerveiller et de s'émouvoir. C'est vrai que là, on est dans une partie spécialement dorée de cette maison. Donc on est là dans le grand foyer de l'opéra. Oui, tout à fait. La partie des artistes est plus modeste si on veut, mais elle est extrêmement chaleureuse et c'est un lieu magique. On s'y sent chez soi. La première fois que vous avez découvert ce lieu magique, qu'est-ce que ça vous a fait ? Vous aviez quel âge ? Alors, j'y suis allée en tant que spectatrice assez jeune, je devais avoir 7 ou 8 ans. C'était pour voir La Belle au Bois dormant. Mais je me souviens spécialement de la première fois que je suis montée sur la scène parce que j'avais 15 ans et c'était véritablement un rêve que j'avais eu le temps de voir grandir parce qu'à 15 ans, on sait déjà un peu plus ce qu'on veut. Voilà, j'étais rentrée donc à l'école de danse de l'opéra à cet âge-là, donc un peu plus tard que pas mal de mes collègues. Et donc je me suis retrouvée sur cette scène et en fait de la scène, on a une vue sur la salle et sur le plafond de Chagall qui est absolument somptueuse. Et je me souviens d'avoir été émerveillée, j'étais bouche bée. Et donc, dans quelques jours, vous allez vous retrouver à nouveau sur cette scène pour danser les variations de Serge Liffard, dont les costumes ont été créés par la Maison Chanel. Moi, j'ai une question. Chanel, c'est de la couture. Comment est-ce qu'une maison de couture s'adapte à la danse, à votre corps et aux nécessités techniques ? Racontez-nous les essayages. C'est probablement un challenge un peu différent donc pour une maison de couture parce qu'effectivement, comme vous dites, nous avons des contraintes. Par exemple, il a été question du poids du costume, beaucoup, parce que c'est une robe qui a beaucoup de couches de tulle et de volants pour des raisons esthétiques. Mais nous, après, on doit danser, tourner, sauter avec. Et donc, le poids doit être ça doit être le plus léger possible. Donc voilà, on a négocié le nombre de couches de tulle, etc. Car dans les premiers essayages, on avait peur d'être limité dans certains mouvements. Il a aussi été question, en disant qu'on a des critères esthétiques, comme par exemple les pieds. Les pieds sont extrêmement mis en valeur dans la danse, et donc la couleur des pointes a été le fruit de négociations, car pour nous, ça doit être vraiment mis en valeur. Alors, on va maintenant parler de Forsythe. Mm-hmm. Parlez-nous de Blake Works One et de cette collaboration avec ce chorégraphe William Forsythe, qui est quand même une immense signature de la danse contemporaine. Est-ce que ça vous a obligé à réviser certains de vos acquis de danse classique ? Je pense que dans Blake Works One, William Forsythe a voulu faire un hommage à la danse classique. Il est revenu à des idées beaucoup plus classiques que ce qu'il avait fait ces dernières années avec d'autres compagnies, et même à l'opéra avec Papart par exemple, qui était beaucoup plus contemporain dans l'approche. Et là, c'est vraiment un hommage à notre école. Il a regardé beaucoup d'anciennes vidéos, nous a demandé, par exemple dans ses références, il nous dit là, qu'est-ce que ferait La Belle au Bois dormant ? Là, tu es Myrtha dans Gisèle. Donc beaucoup de références à nos grands classiques.
Et j'avais déjà travaillé avec lui, donc je connaissais certaines de ses approches. Ce n'était pas nouveau, mais c'est toujours un immense privilège de travailler avec un chorégraphe comme lui, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif et c'est quelqu'un qui sait vraiment tirer le meilleur des gens et les gens dans leur individualité. Il a quelque chose de vraiment fantastique, car il pousse chacun à dépasser ses limites, sans peur de rater, sans peur d'être ridicule. Vraiment, il nous donne une grande confiance. Est-ce que ça réclame des qualités techniques particulière de danser Forsythe? Oui, je pense que ça demande une très grande possibilité d'amplitude de mouvement combinée avec une très grande rapidité de pouvoir les exécuter. C'est pas évident. Il y en avait une qui était sa danseuse peut-être, dont on peut dire qu'elle était favorite de William Forsythe, Sylvie Guilhem. Qu'est-ce que ça vous fait de danser dans ses pas, si je puis dire? Je pense que William Forsythe arrive à nous faire sentir uniques et de ne pas nous faire sentir dans les pas de quelqu'un. Je pense qu'être dans les pas de Sylvie Guilhem, c'est un petit peu intimidant et je suis contente de ne pas penser à ça quand je danse. Quels sont les rôles que vous aimez danser en général? Alors moi, j'aime spécialement danser les rôles dont la dimension narrative est très importante. Donc où la danse se mêle au théâtre. C'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me passionne et c'est... J'ai l'impression, en tout cas en tant que spectatrice, ce que j'apprécie, c'est quand je suis emmenée dans un univers totalement différent. Et donc ces grands ballets dramatiques comme Roméo et Juliette ou comme La Dame aux Camélias sont des ballets que j'apprécie particulièrement danser et voir. Et du coup, à l'intérieur de ce rôle qui réclame aussi une partie théâtrale, ça vous laisse une part d'improvisation ? Oui, je dirais pas d'improvisation, mais de spontanéité peut-être, parce que tout est très écrit, généralement, chaque geste est codé, mais en revanche, de pouvoir jouer avec les émotions du jour, avec ce que va dégager le partenaire, parce que c'est ce que j'aime aussi le plus dans la danse, c'est danser avec un partenaire et raconter une histoire à deux. Et voilà, quand on se laisse surprendre par un regard, par une intention qui était soit différente, soit plus touchante, soit une urgence ou un raté qui va donner naissance finalement à quelque chose d'unique mais de touchant, c'est ce que je préfère. Oui. Alors vous parliez de partenaires. Germain Louvet, qui est un danseur étoile également de l'Opéra de Paris, est un de vos partenaires récurrents. Il dit de vous, Léonore est une flamme vive, hyper solide et elle n'a pas peur d'utiliser ses faiblesses pour un rôle. Quelles sont ces faiblesses selon vous, les faiblesses dont il parle ? Je pense le doute de soi, c'est un peu inhérent aux artistes, hein. On doit quand même se remettre en question pour pouvoir avancer, mais disons qu'il y a des moments où il ne vaut mieux pas douter de soi, notamment quand on est en scène, et j'imagine que pour certains rôles, je me donne accès à cette fragilité. Et comment est-ce que vous négociez avec le trac ? Quelle est vos conditions idéales de créativité, de concentration, pour éviter justement de perdre pied, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Déjà, c'est vraiment un entraînement. C'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. Je dirais qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser à peu près le trac en scène, ce qui est le principal, que pour un rôle qui va me stresser, enfin pour la plupart des rôles d'ailleurs, je vais être stressée tout le long de la journée et de la préparation, mais en scène, je vais réussir à me conditionner en faisant tout un travail mental avant, en faisant des respirations, en me disant que j'ai assez travaillé, que maintenant je peux y aller, en me disant aussi de profiter souvent quand je sens le trac monter. Je me dis que petite moi de 10 ans rêvait de faire ça et que maintenant je fais ça. C'est quand même une chance immense et je me dis autant en profiter. Et je sais que quand je danse avec le trac, je danse moins bien. Donc tout simplement de s'interdire. Voilà. Alors c'est très mignon parce que vous dites petite moi de 10 ans, donc on va parler à cette petite vous de 10 ans. Avant d'avoir 10 ans, vous avez déjà une envie très très forte d'être ballerine. Ça commence à quel âge ? En l'occurrence, moi j'ai toujours aimé danser. J'ai commencé la danse à 4 ans. Je dansais dans mon salon, je mettais les CD des nocturnes de Chopin ou des danses hongroises de Brahms et je dansais dans mon salon. Mais j'ai décidé vraiment de devenir danseuse vers 10 ans et demi, 11 ans. Parce que c'est un professeur en fait qui m'a repérée et qui m'a dit que ça existait comme métier et que j'avais des qualités pour. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai souhaité en faire donc mon métier et devenir ballerine. Mais avant ça, c'était un rapport très innocent à la danse, c'était juste ce que je faisais pour m'exprimer chez moi. Et est-ce que c'est une vocation qui a été évidente ? Parce que je vous pose cette question parce qu'on sait que c'est un parcours semé d'embûches. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce que pour vous, cet apprentissage entre l'âge de 10 ans et là où vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il a été douloureux ? Est-ce qu'il a été parsemé de doutes ou de victoires, les deux ? Comment ça s'est passé ?
bien entendu, été parsemée de doutes et de ratés et de refus et d'obstacles. Voilà. Ça, mais je pense que tout le monde a ça à un moment donné de sa carrière. Moi, j'ai eu énormément d'obstacles au début. Disons que j'ai eu un démarrage en côte. Comme je me suis décidée un peu tard et que j'avais pas eu une très bonne formation quand j'avais 8-9 ans, j'ai pas été prise à l'école de danse petite. Donc après, je suis passée par la CNSM de Paris avant d'être engagée donc à l'école de danse. J'ai été prise dans la compagnie à 18 ans et là, pendant 5 ans, je suis restée donc au premier grade, qui est le grade de quadrille dans le corps de ballet, tout simplement parce que je n'étais pas assez performante au concours de promotion. Et c'est un grade qui est difficile et qui est ingrat parce qu'on ne va pas beaucoup en scène, tout simplement. On est souvent remplaçant, donc on travaille beaucoup, mais on reste en coulisses. Et quand on va en scène, ce sont des conditions de remplacement, donc pas forcément hyper confortables. Et donc, ça, c'était un moment de doute. Pas de doute. Je voulais être danseuse, ce que je voulais, c'était danser, mais je me demandais si ma place était dans cette maison, puisque de toute évidence, je n'arrivais pas à en gravir les échelons. Donc voilà, ça c'était la partie obstacle. Et après, ça s'est passé très vite en revanche. Une fois que j'ai été promue au 2e rang, le rang de coryphée, je n'y ai passé qu'1 an. J'ai été promue chaque année et j'ai été nommée danseuse étoile au bout de 4 ans. Enfin, disons que j'ai fait 5 ans de corps de ballet, puis ensuite en 4 ans, j'ai été étoile. Donc vous avez été nommée étoile le 31 décembre 2016 par Aurélie Dupont sur scène à la fin du Lac des Cygnes. Qu'est-ce qui se passe à cet instant dans votre tête, dans votre cœur ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement particulier comme moment et difficile à décrire, mais déjà il faut savoir que je venais de faire le Lac des Cygnes pour la première fois, qui est un ballet extrêmement éprouvant et challengeant, et donc j'avais une sorte d'épuisement et de joie d'être parvenue au bout, avant même la nomination. Ensuite, au moment où c'est arrivé, c'est un espèce de brouillard où je me disais mais vous êtes sûre ? À la fois je me disais mais en fait c'est en train de se passer, donc ça c'est ce dont tu as toujours rêvé, donc maintenant profite, avance, salue. Enfin j'essayais de me dire quoi faire parce que sinon j'étais juste pétrifiée, un peu bête. Oui, après voilà, on pleure, c'est le moment Miss France. Je sais pas, c'est indescriptible, mais j'ai mis tellement de temps à réaliser, c'est-à-dire qu'après pendant 3 mois j'ai rêvé que en fait non, en fait c'était pas vrai, qu'il fallait que je passe encore un petit concours, enfin voilà. Est-ce que à ce moment-là, vous êtes nommée étoile sur scène le 31 décembre 2016, est-ce que pour vous c'est une fin ou un début ? C'est quand même l'accomplissement d'un rêve en soi, je peux pas le nier, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. C'est particulier d'ailleurs d'avoir un aussi grand rêve qui se réalise. Mais après, c'est le début de tellement de travail et de doutes encore. Ça, c'est sûr que c'en est pas la fin, parce que finalement, on a un titre à honorer, une très grosse couronne quand même au quotidien. Et se sentir à la hauteur de ce titre et de cette couronne, c'est pas tous les jours évident. Donc c'est beaucoup encore de travail. Une carrière de danseuse étoile, ça s'arrête quand ? Légalement, ça s'arrête à 42 ans. On est engagé donc jusqu'à nos 42 ans, comme tous les danseurs de la compagnie d'ailleurs. Après, certaines étoiles souhaitent poursuivre leur carrière indépendamment de l'opéra. Et en l'occurrence pour vous, comment est-ce que vous souhaitez poursuivre ce parcours qui a été une initiation au forceps, on peut dire ? Est-ce qu'ensuite vous aimeriez transmettre quelque chose de ce que vous avez appris ? Eh bien, c'est assez récent, mais oui, je pense que ça me plairait. Avant ça, voilà, c'est une vocation qui m'est venue très récemment. J'ai eu l'occasion d'enseigner un petit peu au Kenya via une association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je crois que cette association s'appelle What Dance Can Do Project. Oui, tout à fait. Et donc vous êtes partie enseigner la danse à des enfants. C'était donc à Kibera, dans le bidonville de Nairobi, donc des enfants qui vivent dans des conditions difficiles. Mais finalement, les voir s'épanouir dans cette joie de danser, ça m'a donné envie de transmettre, spécialement peut-être aux gens qui ont moins accès. Donc vous voyez plus tard, éventuellement, être professeur de danse quelque part en France ou ici, dans votre maison ? Je crois que je préférerais exporter la danse un peu partout dans le monde et si possible, donner cette joie de danser ou dans des lieux peut-être un petit peu plus compliqués. Les lieux plus compliqués, vous voulez dire moins favorisés ? Moins favorisés, tout à fait. Comment est-ce que vos proches, votre famille, vos amis ont réagi au fait que, en devenant danseuse étoile, vous faites partie désormais d'une élite
Est-ce que le regard sur vous a changé ? Je pense pas dans ma famille proche. Si, ils sont fiers, je pense. Oui, non, c'est plus la famille éloignée, des gens dont on n'avait pas forcément tant de nouvelles, qui tout à coup sont intéressés, qui voyaient peut-être la danse comme un hobby chez moi et qu'on commençait à voir que c'était un petit peu sérieux. Alors vous êtes encore une jeune fille, on appelle ça comme ça, très jeune femme, très jolie. Comment est-ce que vous conciliez la vie d'une jeune femme d'aujourd'hui avec cette existence ici qui est faite de discipline et de concentration, où on est finalement un petit peu coupé du vrai monde, du monde extérieur ? Comment est-ce que vous conciliez ça ? Déjà, j'ai toujours vécu comme ça, donc j'ai pas vraiment d'autres exemples de vie. Donc pour moi, cette vie-là, même si elle est particulière, c'est ma normalité. J'arrive à la concilier en ayant quelques contacts extérieurs. C'est sûr que c'est pas évident. En fait, c'est du travail de maintenir des relations à l'extérieur parce qu'on manque de temps, tout simplement, et d'énergie. Mais j'ai un chéri qui n'est pas danseur, donc voilà, c'est mon petit pilier dans le monde extérieur. Il dit que le matin, je vais à Poudlard, c'est un peu ça. Est-ce que vous dansez ailleurs que sur scène ? Non, pas tant que ça. Je danse pas tellement en boîte, par exemple. C'est quelque chose que je faisais avant, mais encore une fois, je manque un peu de temps et d'énergie maintenant pour faire ça le soir en plus. Est-ce que vous avez du temps pour rêver ? Sur quelle musique rêvez-vous ? Alors déjà, je suis quotidiennement entourée de bercés de musique magnifique. Et ça, c'est une grande chance. J'écoute de la belle musique live d'ailleurs tous les jours et c'est quand même c'est quand même une grande chance. Par ailleurs, moi j'écoute chez moi j'écoute plutôt du jazz. Avant j'écoutais beaucoup de musique classique, maintenant j'en reçois assez, je pense. Donc j'écoute du jazz. Quel est le héros actuel ou disparu que vous aimeriez rencontrer ? J'aimerais bien rencontrer Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai lu plusieurs de ses livres que j'ai beaucoup appréciés. Pourquoi voudriez-vous la rencontrer ? Pour échanger avec elle, pour avoir ses points de vue sur des questions actuelles qui me préoccupent. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'être une personne extrêmement intelligente, qui pourrait me donner des réponses. J'aimerais rencontrer aussi Michelle Obama quand même. Hein. Selon vous, quelle grande œuvre vous reste-t-il à réaliser pour que votre parcours soit totalement accompli ? Je pense que j'aimerais être la bonne étoile que beaucoup de gens ont été pour moi durant mon parcours. Et si je pouvais autant changer la vie de personnes que ce que ces autres personnes ont fait pour moi, ce serait une belle réussite. Quel est l'état présent de votre esprit aujourd'hui ? Il est très compartimenté dans ma journée parce que je répète 3 ballets en même temps qui sont très différents, donc je frise la schizophrénie. Et voilà, donc c'est d'avoir chaque chose en son temps pour réussir à survivre la journée. Merci beaucoup Léonore Molac. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Creativity.